Pour ce qui est des changements climatiques, ben, c'est une réalité avec laquelle on va devoir vivre et avec laquelle on vit déjà aujourd'hui. On le voit cette année, on a quand même passablement beaucoup de neige, très peu de redoux, mais c'est pas le lot des derniers hivers qu'on a eus. Donc, on a un hiver qui est un petit peu particulier par rapport aux dernières années, bien qu'il ne soit pas fini. Puis on a quand même beaucoup, beaucoup de neige, cet hiver, puis on n'était pas habitué nécessairement d'avoir autant de précipitations de poudreuses. Mais ce que je vais vous présenter dans les prochaines, diapositives, c'est un peu ce que les modèles prévoient, donc ce que Ouranos a développé, là, ce que les modèles prévoient pour les prochaines années. Donc, juste avant, pourquoi il faut s'intéresser au changement climatique? Je pense que tout le monde ici est conscient que notre façon de pratiquer le ski de fond va changer, mais c'est un des plus gros défis d'adaptation qu'on va avoir dans les prochaines années pour tout ce qui est discipline hivernale, mais plus particulièrement le ski de fond dans ce qui nous intéresse. Les changements climatiques vont avoir un effet direct et un impact direct sur la façon dont on aménage nos sentiers, nos infrastructures. La durée de notre saison, elle va commencer probablement de plus en plus tard, finir de plus en plus tôt, et même la façon de pratiquer le ski pour les fondeurs qui visitent votre réseau. Je ne rentre pas trop dans les détails parce qu'on va rentrer un peu plus tard dans ces détails-là. Donc, il va y avoir, ça, c'est les modèles que je vous présentais justement. Donc, on parle là d'un modèle pour l'image de gauche, c'est de 1991 à 2020. Donc, ça, c'est le présent et le passé. Et à gauche, à droite, pardon, vous voyez ce qui est projeté pour de 2070 à 2100. C'est pas demain matin, mais en même temps, c'est des tendances, puis c'est pour voir vers où on s'en va. Donc, vous voyez la charte de température en bas. Ce que ça dit, en fait, c'est que pour la région des Laurentides, actuellement, on a des hivers qui sont essentiellement autour de -10 en température moyenne, tandis qu'on s'attend à avoir des hivers qui vont peut-être être plus autour de -5 en température moyenne d'ici 2100. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'on va avoir plusieurs changements parce que, ben, la température moyenne, c'est pas nécessairement tout ce qu'on tout ce qu'on va avoir tout le temps, donc ce ne sera pas un beau -5 tout le temps. La neige qu'on a à -3 généralement, est plus mouillée, est plus lourde, est plus dure à travailler qu'une neige qu'on a à -10, à moins qu'il tombe 40 centimètres de neige comme ça a été le cas là, cette semaine. Évidemment, quand on a 40 centimètres de poudreuse, c'est pas nécessairement facile à travailler, mais juste pour vous donner, tu sais, mettons pour un 5 centimètres de neige mouillée, ben, on ne la travaille pas de la même façon qu'on travaille un 5 centimètres de poudreuse. L'autre chose aussi qui est à considérer peut-être, c'est qu'il va peut-être y avoir une hausse d'achalandage avec les bons et les mauvais côtés que ça implique. Parce que quand vous avez une température moyenne qui est à -5 dans votre hiver, ben, il va y avoir moins de journées de -30, -40 où vous allez avoir deux, trois mordus seulement qui vont aller dans vos réseaux. Fait que ça se peut que vos sentiers soient plus achalandés. Puis quand je dis avec les bons côtés, ben, c'est parce que ça peut générer plus de revenus pour les journées où vous avez plus de monde, effectivement. Mais d'un autre côté, des fois, il y a une capacité limite à vos réseaux. Des fois, ben, ils partent tous de la même piste, ça fait beaucoup de monde en même temps, il faut retracer plus souvent. Donc, c'est tout ça qui va être à considérer également. Ici, on parle des conditions hivernales qui vont changer. Donc, ça, c'est le nombre d'événements de gel-dégel qui sont prévus en hiver. Donc, toujours pour la région des Laurentides. Pour ce qui est le présent et passé, on voyait peut-être une dizaine d'événements de gel-dégel. Il y en avait plus quand on arrivait dans le sud des Laurentides. Là, plus on s'approche de Montréal, là, on se rapproche, on voit là qu'on est entre 24, 28 événements de gel-dégel. Mais pour dans les 100 prochaines années, là, jusqu'à 2100, ben là, on s'approche du 50 dans la région de Montréal, alors qu'on parle d'une vingtaine quand on va plus au nord des Laurentides. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ben,
plus d'occurrences de conditions dites printanières, mettons, dans vos réseaux, donc plus de pluie, plus de glace, probablement plus de sorties pour ramener vos sentiers, pour avoir de la neige qui va être travaillée mécaniquement pour pas juste avoir des plaques de glace dans vos sentiers. Donc, c'est des choses qui vont être à considérer, là, les événements de gel-dégel. Un, ben, c'était pas facile à travailler pour vous autres, puis ça va générer probablement plus de sorties également. Pour ce qui est de la neige, ben, on s'attend à avoir un peu moins de neige. Dans le fond, là, cette image-là, elle est faite un peu à l'inverse des deux autres. Donc, plus c'est pâle, plus il y a une grande quantité de neige au sol et plus c'est foncé, moins il y a de neige au sol qui va s'accumuler. Donc, ça, c'est pour les quantités qui vont tomber, mais seulement quand neige. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il va y avoir moins de matières premières pour faire vos sentiers. Avec moins de neige, ben, ça pardonne moins. Il y a moins de place à faire des erreurs ou à laisser des roches, des racines dans les sentiers. Fait que ça, c'est quelque chose aussi qu'il va falloir penser. Il y a certains endroits où on se dit, ben, on est en montagne, on a beaucoup de neige, c'est pas grave, on a fait un aménagement minimal, on a coupé les arbres, il reste des souches, c'est pas grave, on va couvrir ça de neige, ça sera pas long, puis on va être capable de tracer pareil. Ça se peut que dans les prochaines années, ça soit plus ça. D'ici les 100 prochaines années, ça se peut que vous revoyiez l'assiette de votre sentier complètement, puis que vous vous disiez, ben, on va essayer d'avoir un sentier plus plat. Un des bons exemples, c'est sûr que c'est à l'extérieur de votre région, mais au Mont-Saint-Bruno, eux autres, c'est des petits sentiers gravelés, il n'y a pas une roche, il n'y a pas une bosse. Et pourtant, dans les dernières années, cette année probablement qu'ils sont corrects, mais dans les dernières années, ils disaient on manque quand même de neige, malgré tout. Fait que on n'est pas là aujourd'hui, mais c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à aménager nos sentiers puis dire, ben, on va essayer de les mettre les plus droits possibles, enlever le plus d'obstacles possible, parce que si on essaie de tout faire ça, le jour où ce que ça va presser, ben, ça va être énormément de coûts, énormément de frais pour vous autres. Non, plus de pluie en hiver. Fait que ça, ben, c'est malheureux pour tout le monde parce que plus de pluie, la pluie, ça fait fondre la neige. La pluie, ça fait geler les sentiers. Fait qu'on disait de moins en moins de neige au sol, la neige va fondre encore plus vite. Les conditions sont plus difficiles pour le damage, plus de possibilités de glace aussi. Quand on a des zones qui sont un peu moins bien drainées, pardon, dans vos sentiers, ben, c'est à ces endroits-là où souvent il va y avoir des accumulations d'eau où la glace va se former. Donc, plus de travail à faire là, pour vous, puis des moins belles conditions pour vos fondeurs. Et plus de pluie annuellement. Pourquoi je parle de l'année au complet? C'est parce que vos sentiers ne vont pas disparaître en été. Vos sentiers continuent d'exister l'été. Puis tous les problèmes d'érosion que peut apporter des grosses crues pendant l'été ou pendant l'automne, pendant le printemps, ben, ça va avoir un effet sur vos sentiers. Parce que un sentier qui se fait laver, un sentier où il y a des tranchées, où il y a des roulières, où il y a des ornières qui se créent, ben, ça va avoir un impact sur l'hiver parce que, on disait tantôt, ben, il va y avoir moins de neige, on veut des sentiers les plus droits possibles. Mais s'il y a un trou de 1 pied dans votre sentier, ça a un impact, ça a un effet sur vos opérations. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est important de considérer la pluie annuellement. Puis, ça se peut que des sentiers qui sont aménagés aujourd'hui uniquement pour l'hiver, vous ayez du travail à faire dedans pour gérer vos eaux de ruissellement, aménager des fossés, rajouter des ponceaux, rajouter des éléments de drainage. On va tout parler de ça un peu plus tard dans la formation. Mais voilà, c'est à considérer qu'il va y avoir plus de pluie et que, ça c'est une autre chose, les ponceaux qui sont installés depuis 15 ans, 20 ans dans vos sentiers, ça se peut qu'ils ne fournissent plus aux crues qui s'en viennent dans les prochaines années. Donc, une fois que je vous ai présenté tout ça, puis que je vous ai présenté le portrait de quoi ça va pouvoir avoir l'air éventuellement, ben maintenant, on peut se demander comment on peut s'y adapter. Il y a peu de, il y a peu d'études, puis il y a peu d'impacts qui sont vraiment étudiés pour le ski de fond, mais quand même, il y a une très bonne étude qui avait été faite pour les centres de ski alpin. Puis dans cette étude-là, il y a certains éléments qui sont intéressants pour nous autres. Donc, sur le réseau québécois actuellement, les canons à neige, c'est anecdotique.
dans la formation cet après-midi avec Daniel, on va en parler un petit peu. Ce n'est pas la seule solution, mais c'est une des solutions qui est envisagée. Puis moi, je pense qu'éventuellement, il va y avoir plus de canons à neige, puis les machines vont être plus efficaces. Pour le alpin, on ne se la pose même pas la question, ils en ont toutes des canons à neige. Pour le ski de fond, ben là, on se dit, nos réseaux sont super étendus, sont super vastes, c'est compliqué. C'est sûr qu'il n'y aura pas des canons à neige pour un réseau de 50 km sur l'ensemble du réseau de 50 km. Par contre, il y a moyen d'aménager des boucles pour dire, ben, on va commencer notre saison, puis on va se dépanner avec des canons à neige pour ne pas perdre, par exemple, le temps des fêtes qui est si précieux pour nous autres parce que c'est là qu'on a du monde qui viennent chez nous. Donc, comme je disais, c'est une des solutions, ce n'est pas la seule. Quand c'est possible, déplacer des pistes pour qu'elles soient plus à l'ombre, plus en altitude. Des fois, un réseau, là, si vous êtes près d'une montagne, ben, vous allez pouvoir vous dire, on va essayer de monter nos pistes un peu plus haut. On va monter nos plateaux de départ. Donc, au lieu d'avoir un accueil qui a été toujours historiquement dans le bas de nos pentes, ben, on va peut-être en faire un avec un chemin d'accès qui est dans le haut de nos pentes. Fait que comme ça, ben, on va être capable de partir notre saison plus en altitude. On va avoir de la neige tout de suite. Puis après, on étendra notre réseau plus bas quand on aura de la neige pour tout le monde. Fait que c'est des choses qu'on peut considérer. En alpin, eux autres, ils ne peuvent pas faire ça tant que ça parce que ben, tu pars du haut de la montagne, tu descends. Mais nous, on a cette latitude-là, on peut dire, ben, on va aller faire une boucle en haut, on va amener le monde en haut d'une façon ou d'une autre, puis on va commencer notre saison là-bas. Quand je disais, ben, l'ombre, ça, vous pouvez aussi le travailler en faisant des plantations, en faisant de la coupe sélective, par exemple. C'est quelque chose qui prend quand même pas mal de temps, mais vous êtes dans une forêt mixte, puis on va en parler plus tard. Ben, on enlève un peu de feuillus, on essaie de favoriser le sapin pour avoir un peu plus d'ombre, en faisant attention toujours pour ne pas avoir une canopée qui fait que la neige ne tombe pas au sol, puis là, ben, on a un autre problème. Mais c'est une des solutions. Innover, tout simplement. Le ski sur surface synthétique, ça commence à être essayé. C'est pas mal coûteux, mais ça peut être surprenant les matières qu'ils ont quand même. Fait que peut-être que ça va se démocratiser aussi éventuellement. Peut-être que la prochaine grande innovation, elle va être faite par quelqu'un autour de cette table-là. Là. Puis que c'est, tu sais, toutes les idées sont bonnes, en fait, là. Fait que faut regarder, faut essayer des choses. Nous, avec le réseau national chez Ski de fond Québec, d'ailleurs, ben, on essaie de vous mettre en relation. Puis c'est un peu l'objectif de des formations comme aujourd'hui, mais on vous met en relation, on partage des expériences, puis les bons coups qui sont faits quelque part, ben, au lieu que ça prenne 10 ans de les reproduire ailleurs, ben, on est capable de les réessayer tout de suite. Puis les mauvais coups qui sont faits quelque part, parce que ça va arriver évidemment quand on innove, des fois on rate notre coup. Ben, les mauvais coups qui sont faits quelque part, on peut les partager avec les autres. Comme ça, ben, de cette façon-là, on peut essayer d'éviter de reproduire des erreurs ou de modifier nos méthodes pour avancer plus vite collectivement. Sinon, ben, se diversifier de façon à être 4 saisons, avoir d'autres activités hivernales à proposer, idéalement à l'extérieur des sentiers de ski de fond. Je vous en parlerai tantôt parce qu'il y a une mode actuellement d'essayer de faire du multi-activité, ce qui est correct aussi, puis je le comprends. Mais c'est sûr que quand on fait du multi-activité, ben, on fait des compromis entre chacune de ces activités-là. Puis oui, c'est plus facile pour avoir des revenus. Oui, on a plus de monde sur nos sentiers. En même temps, l'expérience, elle est un peu moins intéressante. Fait que moi, il y a pas de jugement par rapport à ça. Mais c'est sûr que quand on essaye d'avoir du multi-activité, ben, il faut être conscient que c'est pas le meilleur de chacun des mondes, mais que c'est un compromis avec chacune des activités. Sinon, quelque chose qui est à repenser, c'est d'attirer les skieurs des régions qui sont plus vulnérables que la vôtre. Dans les Laurentides, on ne se le cachera pas, vous êtes quand même plus au nord. Vous avez la chance qu'il y a des régions du Québec qui actuellement ont très peu de neige, du moins dans les dernières années, ont eu très peu de neige. Donc, vous pourriez peut-être publiciser, organiser des transports, par exemple, euh,
On jase, vous êtes dans les Laurentides, vous pourriez organiser des transports qui partent de Montréal, qui montent dans les Laurentides pour pouvoir avoir des gens qui vont dans vos réseaux. Vous pourriez faire des partenariats en ce sens. Fait que des régions où il y a beaucoup de pluie, moins de neige, ça se pourrait qu'eux ils soient intéressés à monter chez vous. Puis c'est déjà le cas, en fait, là. Il y a déjà beaucoup de fondeurs de Montréal qui vont dans les Laurentides la fin de semaine pour aller faire le ski de fond parce que ben, ils n'ont pas nécessairement les conditions qu'ils voudraient à Montréal. Puis là, je dis pas seulement au Québec, parce qu'il y a des zones aussi, peut-être aux États-Unis, où ils vont vivre les changements climatiques encore plus fortement que vous autres. Fait que peut-être que dans votre plan de promotion, éventuellement, ben, vous allez vouloir aller cibler ces fondeurs-là pour avoir des voyages de ski, proposer une offre touristique autour de vos réseaux, mais à ces gens-là qui, eux, vont peut-être avoir plus de difficultés à avoir du ski. De la façon dont ils voudraient dans leur région. Fait que, bref, et aussi repenser la tarification. Dans l'exemple que je vous donne, cette étude-là avait été faite pour les centres de ski alpin, mais il disait d'avoir une tarification dynamique, un peu selon le modèle là, des taxis Uber. Donc, de dire quand il y a beaucoup d'achalandage, les prix montent, quand il y a moins d'achalandage, les prix baissent. Euh, Ce qui est une réflexion que je vous apporte, c'est ben, c'est sûr que le jour où vous avez 10% de votre réseau qui est ouvert, d'avoir une tarification plein prix va probablement en refroidir certains. Fait que peut-être que on va se dire, ben, à un moment donné, on va tarifer de façon dynamique selon l'état d'ouverture ou l'état d'entretien de nos réseaux. Comme ça, ben, si on a moins de pistes à proposer, ben, le tarif va être un peu plus bas. Si on a le réseau qui est complètement ouvert, ben là, on peut tarifer plus. Bref, c'est une piste de réflexion. Ça ne veut pas dire que c'est la solution, mais c'est ça, de penser à une tarification qui est un peu plus dynamique, un peu plus souple, ça pourrait vous aider dans le futur. Sinon, les autres options pour pouvoir améliorer notre réponse au changement climatique, ben, c'est de modifier nos pratiques par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, repenser la façon d'aménager nos sentiers, la position physique, la végétation autour de vos sentiers, la végétation au sol, euh, donc directement sur l'assiette de votre sentier quand c'est possible, on va s'en parler tantôt. Les pentes, gérer l'érosion, le dimensionnement des éléments de drainage des ponceaux. On va rentrer un peu plus dans le détail tout à l'heure, mais essayer de monter un peu plus en altitude, être plus à l'abri du soleil, essayer de viser des fois des versants qui sont plus nord pour pouvoir avoir de la neige qui reste au sol versus des versants sud où la neige va être plus tapée par le soleil. Euh, donc, avoir une végétation qui va être une barrière contre l'érosion, que ce soit sur les pourtours de votre sentier ou sur l'assiette de votre sentier directement. Ça, je vais vous donner mon opinion par rapport à ça tantôt. Et le dimensionnement des éléments de drainage puis des ponceaux, il a déjà changé pour tout ce qui est civil. Donc, quand il y a de l'installation de nouveaux ponceaux dans les villes, il y a un surdimensionnement, puis moi je ne suis pas ingénieur, là, un ingénieur l'expliquerait mieux que moi, mais il y a un surdimensionnement qui est fait en prévision des éléments, des événements plus rares en lien avec les changements climatiques. Donc, je ne vous dis pas qu'il faut tout changer, tout arracher les tuyaux que vous avez dans le bois, mais quand vous en changez un pour une raison, pour une autre, ben, ça peut être une bonne idée de dire on va le grossir tant qu'à faire, parce que s'il a sauté, il y a une raison.